Rebonjour à tous. Sans plus tarder, je cède la parole à M. Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre. Mais tout d'abord, nous vous invitons à regarder une courte vidéo ici de notre campagne « J'aime travailler au centre-ville » qui a été rendue possible grâce à l'appui du ministère de l'Économie et de l'Innovation du Québec. Je le sens. C'est le temps. Le temps de te retrouver, toi, cœur de tout, toi, beau milieu, toi, centre-ville. J'ai si hâte que nos idées s'entréclatent, que nos rencontres s'entre-inspirent, que nos traits s'entre-sourient. J'ai soif que nos soifs s'entre-étanchent, que nos talents s'entre-tressent les uns aux autres. Je veux que tous ces gens de mèche s'entre-allument, s'entre-motivent pour se recentrer. En s'assurant que les battements de leur cœur au ventre s'entre-synchronisent entre eux, entre nous, entre vous. Je veux que tout ce qui se crée s'entre-crée, que tout ce qui se dit s'entre-dise. Il est grand temps qu'on s'entre-retrouve, que nos pas s'entre-dansent, que nos airs s'entre-jamment, quelque part entre ton âme et le cœur de Montréal. Oui, il est temps que nos vies s'entre-virevoltent, s'entre-vivent dans tes bras, toi, centre-ville. Bonjour, bon matin tout le monde. Bonjour, Monsieur le ministre. C'est un véritable plaisir de vous accueillir encore une fois à notre tribune suite à... D'habitude, c'est votre budget. Des fois, c'est votre énoncé. Là, je comprends, il faut l'appeler le mini-budget. Et je vous remercie, vous tous, d'être ici. C'est notre premier petit déjeuner depuis qu'on peut refaire des événements en présence. Et on s'était dit à la Chambre, est-ce que les gens ont pris l'habitude de se lever tôt, de s'habiller vite, de venir en voiture? Et donc, je suis très, très heureux. On trouve qu'on a une bonne salle, on a une belle salle, et c'est digne de ce qu'on est à Montréal. On aime ça se voir, on aime ça réseauter. Je regardais des gens tantôt qui discutaient de travailler ensemble, faire des contrats. C'est ça aussi, je dis souvent, réseauter, c'est ça, c'est l'huile qui fait rouler le moteur économique. Donc, encore une fois, bravo et merci d'être ici. Monsieur le ministre, la tradition, pour nous, est très importante et on apprécie beaucoup votre présence. Je sais, les gens m'ont dit, Michel, il me semble qu'on l'a beaucoup entendu expliquer son budget dans tous les médias. Puis je disais, oui, mais c'est pas pareil. Regardez, il va venir, il va l'expliquer vraiment. Puis ensuite, il va répondre à des questions du président de la Chambre de commerce. C'était vraiment un événement particulier. Et je pense que c'est très important d'avoir cette période, ce moment-là, parce que on est dans une situation qui nécessite, je pense, beaucoup d'attention. C'est-à-dire que notre économie va bien. L'économie de Montréal va bien. Le centre-ville souffre, mais l'économie de Montréal va bien. L'économie mondiale reprend. On a ici un taux de croissance exceptionnel et on a donc des moyens, on a des marges de manœuvre et vous allez nous expliquer ce que vous faites avec vos marges de manœuvre. Mais il y a énormément de variables qui sont incertaines. On fait face à rareté, pénurie de main-d'œuvre. Je vais vous laisser nous présenter votre lecture, mais on a des choix à faire. On fait face aussi à une crise de sortie de pandémie qui demeure. On l'a vu avec le variant qui se rajoute. Et on a aussi cette question de la transition écologique, de la transition énergétique, mais évidemment de la crise des changements climatiques. Et donc, alors que notre économie va bien, il y a beaucoup de questions qui se posent. Et ce que ça veut dire, c'est ce qu'on fait avec nos marges de manœuvre prend une signification pas juste pour maintenant, mais pour l'avenir. Alors, je vous mettais à la table, Monsieur le ministre, mais simplement pour dire que, je l'ai dit publiquement, je pense que c'est la dernière année que je veux féliciter le ministre des Finances, mais on est, il faut se le rappeler, dans une situation financière extrêmement solide au Québec. Et ça témoigne de décisions que vous avez prises, que vos prédécesseurs ont prises. Et je pense qu'il ne faut pas l'oublier, on a eu pendant des décennies des finances publiques extrêmement fragiles. Peut-être qu'on va arrêter de se féliciter, mais encore une fois, on peut se féliciter, on a des finances publiques très solides au Québec. Monsieur le ministre, à vous la parole. Alors, bonjour à tous. J'ai
plusieurs amis ici, alors je vais utiliser la formule « distingués invités ». Ça, c'est vous. Et je vais vous parler de vos finances publiques, parce que je suis le fiduciaire des finances publiques, mais elles vous appartiennent et c'est vos impôts et vos taxes. J'aimerais quand même souligner la présence de quelques personnes. D'abord, mon collègue, Richard Campeau, député de Bourget, qui fait partie de l'équipe gouvernementale. Richard... Voilà. Vous savez, on a eu des élections à Montréal. La nouvelle présidente du comité exécutif, Mme Dominique Olivier, bonjour. Oui, je pense qu'on va. Vous allez voir, ils applaudissent, puis après, ils demandent de l'argent. I also would like to welcome Ivan Vela, who's new with us from Rio Tinto, and welcome to the business community. OK, alors, les gouvernements, on doit faire des choix. Les ressources sont limitées. J'aime bien dire que je maximise sous contrainte. Ah, j'ai oublié de vous conter mon anecdote avant, parce que ça, c'est pas si intéressant que ça. Vous en avez entendu parler plusieurs fois, mais vous savez, lorsqu'on est ministre, c'est facile de penser qu'on est important. Alors, ce matin, je me lève, il y a un garde du corps qui m'attend, mon attaché de presse me texte, « As-tu lu ça? As-tu lu ça? Ma directrice de l'agenda, il faut que tu sois là à telle heure, il faut que tu parles à telle personne. » Puis là, je croise ma fille. Ma fille, elle me regarde, elle dit, « Hey, t'as-tu le temps de me faire un lunch ce matin? » Alors, la vie continue. OK, c'est parti. Alors, vous devez savoir que 2021 est une année exceptionnelle. La croissance économique du Québec, 6,5 %. C'est plus que les États-Unis, la moyenne mondiale, le Canada. Et oui, toutes les composantes ont contribué à cette croissance. Puis il y a aussi un facteur chance, parce qu'il y a aussi des choses qu'on n'a pas eues que d'autres ont eues. L'industrie automobile n'est pas une partie importante de notre économie. Nous avons une économie diversifiée. Ça a été difficile de ce côté-là, au niveau de l'Ontario. Évidemment, il y a eu plusieurs aussi désastres climatiques dans l'Ouest qui ont réduit la croissance. Alors, c'est tout ce qu'on a fait, le respect des règles sanitaires, la vaccination, mais votre travail, les entrepreneurs, le dynamisme, les programmes gouvernementaux, les investissements en infrastructures publiques, le désir de garder le fardeau fiscal, un bon climat d'affaires. Alors, je vous félicite pour ça. Puis, dans un énoncé budgétaire, il y a toujours plusieurs hypothèses. Et lorsque je dis que c'est un budget avec des hypothèses conservatrices, c'est que pour les années futures, on prend les prévisions du secteur privé, puis on se positionne en bas des prévisions de l'intervalle des prévisions du privé. Bon, ça c'est important parce que avant la pandémie, le Québec allait extrêmement bien. Les années 2017 à 2019 étaient des très bonnes années. Et ce qui fait qu'on est entré dans la pandémie en position de force. Mais 2020, une chute de 5,5 %. 2021, le rebond qui fait qu'on estime qu'au mois de juillet, on a repris le niveau du PIB de décembre 2019. Mais plus important que ça, on pense qu'en 2025, d'un point de vue économique, on aura retrouvé l'entièreté de la trajectoire que nous avions avant la pandémie. Et ça, c'est extrêmement positif du niveau de l'économie, mais évidemment, les émissions de gaz à effet de serre sont corrélées avec la croissance du PIB. Et donc, puisque l'économie va bien, ça veut dire qu'on devra faire plus au niveau de l'environnement. Et on a un plan 5 ans, le plan pour une économie verte,
qui a 6,5 milliards de dollars, qui est 100 de plus que l'ancien plan 2013-2020, 50 de plus que les revenus de la bourse carbone, mais ce ne sera pas suffisant. Il va falloir en faire plus et on s'est engagé à revoir le plan à chaque année. Alors, si vous aviez, par exemple, une question difficile pour moi, après, vous me diriez comment ça se fait qu'il n'y a pas de mesure en environnement, mais c'est parce qu'on ne fait pas un plan 5 ans à tous les 6 mois. Bon, alors, j'espère, Michel, que je viens de brûler une question, là. OK. La fameuse écart de richesse avec l'Ontario, bon, c'est un objectif. On veut fermer l'écart de richesse avec l'Ontario. Puis je me suis demandé, moi j'étais convaincu que l'écart de richesse originait des années 60. L'ouverture de la voie maritime du Saint-Laurent, le pacte de l'automobile, le départ du siège social de certaines grandes banques pour Toronto. Mais là, j'ai demandé aux statisticiens, puis je me disais peut-être même que Expo 67, on a boomé, puis après, peut-être que le sommet de Montréal, c'était l'arrivée des expos. Et puis, à ma grande surprise, bien, les données retournent jusqu'à 1920, puis on a toujours été plus pauvres que l'Ontario. Toujours. Et donc, on a beaucoup de travail à faire. Puis, on s'est donné un objectif. On est arrivé, l'écart était à 17 il est à moins de 13 On aimerait qu'il soit à moins de 10 dans 5 ans, puis fermé dans 15 ans. Puis là, 15 ans, les politiciens qui font des objectifs 15 ans, là, normalement, ça ne fait pas long feu. Les gens veulent des réponses plus rapidement que ça. Mais je tiens à vous dire que cet écart-là date aussi long qu'on a des statistiques, c'est-à-dire les années 20. Une autre façon de voir ça, c'est que nous sommes 23 de la population canadienne, mais seulement 20 de son économie. Et puisqu'on reçoit moins d'immigrants, toute proportion gardée, que le Canada, mais notre poids démographique va continuer à diminuer, mais on aimerait que notre poids économique, par exemple, soit à 25 lorsque nous serons 20-21 de la population canadienne. Bon, comment est-ce qu'on va faire ça? Productivité, taux de participation, taux d'emploi. Mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais il y a toute une déclinaison de réflexion et de stratégie derrière ça. Le ministère de l'Économie, Investissement Québec, le ministre du Travail, la ministre de l'Enseignement supérieur, le ministre des Finances, le premier ministre. OK. Alors, l'économie va bien. On sait où on s'en va à long terme. Quand l'économie va bien, les finances publiques vont bien. Les revenus sont corrélés avec le PIB nominal. La croissance du PIB nominal est fantastique, 10,8 en 2021. Donc, le niveau de revenus augmente. Ça nous donne à peu près 6 milliards de plus de revenus sur l'horizon du cadre financier. Et là, on a une décision à prendre. Qu'est-ce qu'on fait avec 6 milliards de plus? On en met 3 milliards pour réduire le déficit, parce qu'on a un déficit structurel. Puis, on fait 2 milliards de dépenses d'opération. Là, je vais parler aux comptables. Les politiciens, les dépenses d'opération, on appelle ça des initiatives et des investissements. Mais c'est des dépenses d'opération et 1 milliard de dépenses d'investissement. OK, bon. Mon ancien patron, CFO de la Banque nationale, serait content que je clarifie la distinction entre dépenses d'opération et dépenses d'investissement. OK. Un gouvernement, ça doit faire des choix. On a fait 4 choix. On avait quand même 3 milliards de moyens. On met 3 milliards sur la dette, il nous reste 3 milliards. Ça doit faire des choix. Première chose, nous constatons que l'inflation est plus élevée que prévu. Et bien que lorsqu'on regarde l'ensemble des Québécois, le revenu disponible croît plus vite que l'inflation. Donc, en moyenne, tout le monde est correct. Les gens ici dans la salle sont corrects. Mais revenu moyen, revenu faible, part du panier de consommation plus importante au niveau de l'énergie et des aliments, c'est plus difficile. Donc, on a décidé d'aider les gens qui ont plus de difficultés avec le coût de la vie. Deuxième décision qu'on a prise, la rareté de main-d'œuvre, parce qu'au même moment où on a plus de 200 000 postes vacants, on a 250 000 chômeurs, mais l'appariement entre ces deux bassins-là doit être amélioré, puis je vais l'expliquer. Alors, deuxième décision
rareté de main-d'œuvre. Première décision, prendre soin de ceux qui ont plus de difficultés avec l'inflation. Troisième décision, inéquité au niveau des services de garde entre ceux qui ont accès aux services publics subventionnés et ceux qui sont en garderie privée non subventionnée. On augmente le crédit d'impôt pour une neutralité jusqu'à 40 $. Et puis ça aide notamment le taux de participation des femmes, mais le taux de participation de tous. Et j'arrive à ma quatrième décision. Souvent, vous savez, le budget du Québec, 125 milliards des dépenses, ça fly. Puis la pandémie, là, les milliards, là, on ne savait plus où donner de la tête. Là. Même moi, des fois, là, j'entends les chiffres aux États-Unis. Il faut que je prenne Google, puis c'est quoi un trillion, puis un billion. Puis c'est vraiment... on a une mesure dans la mise à jour budgétaire. 50 millions pour la prévention de la lutte à la violence armée, principalement à Montréal. Alors, la vice-première ministre avait annoncé tout l'aspect répression avec l'opération Centaure, mais on vient compléter ça avec 50 millions pour la prévention, et c'est extrêmement important. Et donc, cette mesure-là, qui est la plus petite, c'est peut-être celle qui va faire le plus de différence dans notre vie. Bon, je pense qu'il faut que je regarde là. Hein. Oui, OK. Alors, pourquoi c'était un mini-budget? Normalement, un budget, c'est 3 milliards de dépenses par année, nouvelles dépenses, appelées investissement ou initiative. OK? Puis, une mise à jour, c'est 1 milliard. Puis là, on est à 2 milliards, d'où l'expression mini-budget, qui n'était pas la mienne, mais on a tous un patron. Et... Coudonc, j'ai mini-budget, pourquoi pas. Je l'ai dit, 4 grands thèmes, faire face au coût de la vie, contrer la rareté de main-d'œuvre, soutenir les familles et poursuivre les efforts pour renforcer le système de santé. Je n'ai pas de diapositive sur la santé. Combien coûte la pandémie? 17 milliards net, 20 milliards bruts. On continue à compter. Et tout le long de la pandémie, on fait vraiment un effort au ministère des Finances et au Conseil du Trésor pour que chaque dollar qui est dépensé à court terme soit cohérent avec nos objectifs à long terme. Mais durant la pandémie, ça a été ressources illimitées en santé. Tout ce qui était demandé était donné et à date, ça coûte 17 milliards. OK, faire face au coût de la vie. Alors, la Banque du Canada, au Canada, l'inflation, ce n'est pas la responsabilité des politiciens. Bonne nouvelle. C'est la responsabilité de la politique monétaire, la responsabilité de la Banque du Canada. Elle nous dit que l'inflation va revenir à 2 % à la fin de 2022, mais on a un régime fiscal qui est indexé de 2,6 %, c'est-à-dire les seuils de l'impôt, les allocations famille, la solidarité sociale. On a vu que les rentes du RRQ sont indexées, mais il reste que 2,6 % d'indexation. L'inflation observée en moyenne sur la période 21-22 va avoisiner plutôt 4 %. Alors, on prend les 3,3 millions de Québécois qui sont éligibles au crédit d'impôt solidarité. Ça, c'est si vous gagnez moins de 56 000 $ pour une famille, 51 000 une personne seule. On va vous donner 400 $ par couple, 275 $ pour une personne seule, 200 $ pour une personne seule vivant en colocation. Et ce sera versé une fois en janvier. Et si on n'a pas la bonne prévision d'inflation, que ça ne revient pas à normal, bien, il devra y avoir un autre geste en 2023. Les aînés de plus de 70 ans à faible revenu, on avait amené un crédit d'impôt de 200 $ en 2018. On s'était fait dire que c'était trop petit. Les gens prennent le chiffre, ils le divisent par le nombre de semaines, par le nombre de mois, par le nombre de jours. Puis là, ils disent « Coudonc, vous nous payez un café. » Fait que là, on prend acte des critiques, on double. Okay? Accès au logement, 300 millions. On a des programmes de supplément au loyer. On en a plus de 42 000 unités. Ça, on subventionne des loyers pendant 5 ans pour des familles qui n'ont pas les moyens de payer des logements abordables. On en rajoute 1 500. C'est très utile. On collabore avec les municipalités, les
les organismes municipaux, les OMH d'habitation. Et aussi, on a un nouveau programme, parce qu'on dit toujours logements sociaux, logements sociaux. Qui dit logements sociaux dit gouvernement fédéral, gouvernement provincial, les municipalités, les organismes sans but lucratif. Lorsqu'il y a plusieurs parties prenantes, c'est bon, les gens travaillent ensemble, mais c'est plus lent. Et là, on arrive avec un nouveau programme pour des logements abordables. On veut stimuler la construction de logements abordables. En échange, les contracteurs doivent s'engager à garder les loyers pour une très longue période à des niveaux abordables. Ce qui fait que ça, c'est pour l'inflation. Bon, vous avez remarqué qu'il n'y a rien pour vous là-dedans. Alors, je répète, le revenu disponible en moyenne des Québécois croît plus vite que l'inflation. Et donc, en moyenne, les gens sont en bonne posture. OK. Rareté de main-d'œuvre. Alors, on a plus de 200 000 postes vacants au Québec. On a 265 000 chômeurs, dont, si on regarde les taux de participation, il devrait y avoir plus de 100 000 personnes qui travaillent par rapport. Si on avait le même taux d'emploi qu'avant la pandémie, on aurait plus de 100 000 personnes au travail. On a 200 000 jeunes qui sont ni en emploi ni en formation. On a 75 000 travailleurs de plus de 60 ans qui pourraient travailler si on avait le même taux de participation que l'Ontario. On reçoit 50 000 immigrants permanents. À ça s'ajoute un autre 20 000 immigrants pour compenser ceux qu'on n'a pas reçus l'année passée. Donc, 70 000 immigrants, des immigrants temporaires, des étudiants étrangers, des travailleurs étrangers qualifiés. On a plein de bassins de main-d'œuvre, mais qui ne correspondent pas nécessairement aux postes vacants que nous avons. Et la grande mesure ici, c'est 2,9 milliards pour contrer la rareté de main-d'œuvre. Ça vise à créer 170 000 emplois sur 5 ans dans 6 secteurs. Et je vous rappelle, je l'ai dit au début, le gouvernement doit faire des choix dans 6 secteurs: santé, éducation, services de garde, donc services essentiels, technologie de l'information, génie, construction. Alors, 6 secteurs sont identifiés. 1,7 milliard du 2,9 milliards seront des bourses à la persévérance, parce que l'accès, la diplomation, la persévérance scolaire, puis il y a de l'argent pour des professeurs, puis du support, puis etc. C'est tout l'écosystème de l'enseignement supérieur qu'on aide, mais on va aider les étudiants dans les secteurs ciblés. Et il y a plusieurs dizaines de mesures. La déclinaison de ça va venir par la ministre de l'Enseignement supérieur et le ministre du Travail, qui est maintenant ministre de l'Immigration, et ça va venir rapidement. Okay? Le ministre des Finances n'annonce pas tout. On donne le cadre financier. Les ministres responsables vont donner les détails. Il y avait 53 millions pour poursuivre les programmes dans le milieu culturel. Il y aura aussi les zones d'innovation. On va annoncer les premières zones d'innovation bientôt. Et bien sûr, on veut des entreprises plus productives, plus compétitives, qui exportent plus des plus grandes entreprises. Et on a tout un plan pour ça. C'est juste qu'ici, l'emphase est vraiment mise sur la main-d'œuvre pour cette mise à jour. OK, ça, je pense que j'ai déjà dit ça. Soutenir les familles, je l'ai dit aussi, c'est-à-dire qu'on s'est engagé à créer les 35 000 places manquantes dans le réseau. Alors, on a reçu 6 milliards du fédéral sans condition. Ça c'est sur 5 ans. Ça s'en va au fonds consolidé. On sait que les parents nous le disent, on l'entend partout, les députés l'entendent, il manque des places en service de garde. On s'est engagé à créer 35 000 places sur 4 ans, mais il y en a qui ont déjà des places qui ne sont pas contents, c'est-à-dire qui payent 40, 50, 55 $ par jour. Et là, on amène la neutralité jusqu'à 40 $. Et ça, c'est si votre enfant est à temps plein. Évidemment, si vous êtes à 180 jours, par exemple, vous auriez la neutralité jusqu'à 58 $.
Je l'ai dit, 50 millions pour la prévention. Puis déjà, il y a des gens qui ont dit, mais pourquoi $1 de prévention pour $2 de répression? On n'a pas la solution parfaite. Si on a besoin d'être 1 pour 1, 2 pour 1, on mettra d'autres argent. Je pense que les gouvernements ont montré durant la pandémie qu'on était flexible, qu'on pouvait s'ajuster. Mais là, ça va être quand même 10 millions de plus par année pour la prévention, pour les organismes communautaires. Et ça va aider. 20 millions pour lutter contre la discrimination et le racisme. Ça, c'est du personnel à la Commission de protection des droits de la personne parce que, oui, il y a des plaintes, mais il faut les traiter. C'est comme, je veux dire, on donne de l'argent à la Régie du logement, c'est pas une mesure qui excite nécessairement, mais ça prend ça parce que le marché du logement est serré, donc il faut avoir des gens pour traiter les plaintes. Et puis, comment ça fonctionne, les finances publiques, c'est-à-dire que tout ce qui a été annoncé après le budget doit être comptabilisé, mais comme vous le savez, on vit énormément de féminicides et il y a eu un plan pour la lutte à la violence conjugale qui a été annoncé. OK. Alors, on a moins de déficit. Puis, il faut se dire la vérité. Lorsqu'on dit que le déficit est à 4 milliards, à l'an 5, dans le fond, ce qu'on dit, c'est qu'on va être à l'équilibre. Parce qu'on contribue à l'an 5 4 milliards au Fonds des générations. Et donc, le 4 milliards est après contribution au Fonds de génération. Donc, notre position est bonne. Mais pourquoi le Fonds des générations? Pourquoi on doit réduire la dette? Bien, d'abord, parce qu'on a beaucoup de dettes et que c'est notre troisième poste budgétaire, 9 milliards par année. Alors, santé, 43 du budget. Éducation, enseignement supérieur, 23 du budget. Puis après ça, le troisième poste, c'est le service de la dette. 9 milliards de services de dette. Et une hausse de 100 points des taux d'intérêt ferait passer ça à 11 milliards. Donc, puisqu'on a 200 milliards de dette. Donc, c'est important de contrôler notre dette. Puis l'autre chose, puis là encore, je vais parler aux comptables, aux CFO qui sont ici, puis tout le monde, c'est que lorsqu'on est à l'équilibre au niveau des dépenses d'opération, revenus moins dépenses, on fait quand même des dépenses d'investissement. Or, le plan québécois d'infrastructure du Québec est 1,5 fois celui de l'Ontario, ce qui fait qu'on emprunte beaucoup à long terme pour faire des infrastructures publiques. Et donc, même lorsque nous sommes à l'équilibre, la dette continue d'augmenter, d'où la nécessité de contribuer au Fonds de génération pour réduire la dette. Vous me suivez? OK, parfait. Alors, on avait une loi, on l'a toujours, loi sur la gestion de la dette et le Fonds de génération avec 2 cibles. Il faut avoir moins que 45 de dette brute en 2026. Il faut avoir moins que 17 de la somme des déficits cumulés. On va atteindre... C'est un peu particulier d'avoir une loi avec 2 cibles, d'autant plus qu'une troisième mesure, la dette nette, qui est celle que tout le monde utilise. Alors, peut-être que dans une évolution de la loi, on aura simplement une cible, la dette nette, qui est à 40 du PIB cette année. Mais il reste que, selon la loi, on ne rencontrera pas la cible des déficits cumulés et donc on devra amender la loi. Bon, conclusion. Conclusion, année exceptionnelle économiquement, ça nous donne des moyens, on fait des choix, 6 milliards d'amélioration sur le cadre financier sur 5 ans, on prend 3 milliards pour réduire le déficit structurel, on prend 3 milliards pour faire des initiatives, des investissements et des investissements à long terme. Et nos choix sont les suivants. Aider les Québécois à lutter contre l'inflation, combattre la rareté de main-d'œuvre, amener une certaine neutralité au niveau du crédit d'impôt au service de garde et finalement collaborer avec tous les organismes communautaires pour prévenir la lutte à la violence armée. Alors, je vous remercie beaucoup. J'aurais dû dire retour à l'équilibre budgétaire en 27-28. J'ai pas tout dit. Merci. Est-ce que ça fonctionne? M'entendez-vous bien? Oui? Non? Bon, là, ça fonctionne-tu? Est-ce que... Bon, en fait, moi, je m'entends, mais comme si je parlais dans le fond d'une cacane. Est-ce que vous pouvez régler ça? Est-ce que ça peut fonctionner? Sinon, je peux avoir un micro-bâton, si vous préférez. Je pense que c'est mieux. Je pense que c'est mieux, hein? C'est ça.
un technicien, regardez là, il marche vite, il s'en vient. Pas habitué au petit déjeuner, c'est trop tôt le matin. Ah, il était tombé. Dans le fond, ça doit être la responsabilité de l'orateur, ça, là. Bon. Monsieur le ministre, écoutez, je me disais, parce qu'il y a plein de questions, mais je me disais, plutôt que de revenir sur ce que vous avez annoncé, peut-être qu'on devrait parler de l'analyse de la sensibilité de ce qu'on peut annoncer, de ce mini-budget aux réalités qu'on voit à l'extérieur. Puis je commencerai par, évidemment, il y a le variant Omicron. Vous n'avez pas, je vous écoutais tout à l'heure, vous avez presque, je pense, pas sûr que vous avez dit même le mot pandémie tellement vous regardez vers l'avenir. Dans quelle mesure notre situation économique et donc financière est robuste s'il y a devant nous fermeture ou en tout cas mesures de confinement additionnelles? Comment vous voyez là, les risques par rapport à notre situation économique et financière de ce qui pourrait survenir? Bon. Est-ce qu'on m'entend? Oui? Oui. OK. Alors, il n'y a pas de croissance économique s'il n'y a pas de sécurité sanitaire. C'est une condition nécessaire à la croissance économique. Alors, les Québécois suivent les règles. On a des hauts taux de vaccination. Le réseau de la santé est en état d'alerte. On en est conscient et c'est toujours derrière nous, mais en même temps, après 20 mois, je pense que les gens ne voulaient pas nécessairement que je fasse 16 entrevues pour dire plus de personnel, plus d'équipement, plus de dépistage et que ça coûte beaucoup plus cher. Je vous l'ai dit, ça coûte pour l'instant 17 milliards et on va continuer de donner des ressources. Et quant aux nouveaux variants, mais on fait confiance à la science, à l'Organisation mondiale de la santé. Ils nous ont dit que ça prendrait 2 semaines pour avoir leur juste. Et il y aura une conférence de presse du ministre Dubé aujourd'hui. Donc, je ne peux pas m'empêcher, parce que vendredi, les gens m'interviewaient et ils me disent, là, comment vous faites pour être confiant? Le marché boursier est en baisse de 2 Bien, premièrement, le marché boursier est en hausse de 25 cette année avant d'être en baisse de 2 Deuxièmement, là, je regarde Martin Gagnon et il va être d'accord avec moi. Vous savez, Alan Greenspan avait dit « The stock market has predicted 9 of the last 2 recessions ». Okay? Fait qu'on ne peut pas arrêter à chaque fois que le marché boursier est en baisse de 2 Alors, c'est très sérieux, on prend ça au sérieux, on y va avec la science et on va garder tout le monde informé de la situation. Très bien. Et on peut présumer aussi qu'on a appris durant ça a été comme un exercice généralisé, donc si jamais il y a des besoins, les gouvernements pourront agir et on verra là, ce qui sera nécessaire. J'aimerais revenir sur la main-d'œuvre, rareté, pénurie. On s'en fâchera pas dans les fleurs du tapis, mais la réalité, c'est que il y a des entreprises qui nous disent, déjà depuis un bon bout de temps, moi, je refuse des contrats, je demande des délais additionnels, j'ai de la difficulté à livrer. Les restaurants de Montréal ferment maintenant les lundis midi, les mardis midi. Des fois, c'est toute la journée, des fois, c'est tous les midis. Il y a une perte économique qui est en train de se produire parce qu'il y a cette rareté ou cette pénurie. Est-ce que vous l'évaluez dans vos chiffres, l'espèce de coût économique, la rareté et de la pénurie? Parce que ça pourrait devenir une perte généralisée parce que notre économie fonctionnerait moins bien, parce qu'il manque de monde et donc il manque de création de PIB. Bien, oui, la réponse est oui. Le ministère des Finances a les meilleurs économistes au Québec, puis en plus, on consulte ceux du privé. Alors, on regarde le nombre de taux de postes vacants que nous avions en 2016, par exemple, bien avant que le marché de l'emploi se resserre. On regarde le nombre de postes vacants aujourd'hui, on prend la différence, on estime que le PIB, si, par exemple, 150 000 des 250 000 postes vacants étaient comblés, on aurait 5 milliards de plus de PIB en termes de niveau. Et ça, c'est notre estimé. J'ai entendu, il y a d'autres chiffres qui circulent
qui sont plus hauts que ça. J'aimerais voir leurs calculs. Je connais les nôtres. C'est ça notre estimé, 5 milliards de PIB. Ce qui veut dire qu'on pourrait investir beaucoup dans, par exemple, des mesures pour faire venir des immigrants, puis ce serait rentable si on comblait ces postes-là. Bien, la vérité, c'est qu'on le fait déjà. On a investi énormément d'argent en intégration des immigrants, en francisation. On va continuer. La contribution des immigrants est extrêmement positive. Et je pense qu'à 50 000 immigrants, on a comme qui va croître probablement au même taux que la population, 2 Puis 2 ce serait simple, là, ça ferait 1 000 par année. Je pense qu'on a trouvé l'équilibre entre les besoins en termes de main-d'œuvre et les autres besoins aussi, nos responsabilités au niveau des réfugiés et l'équilibre avec la place du français à Montréal puis notre capacité d'intégration collective. Toujours sur la main-d'œuvre, puis je comprends que le ministre Boulay va annoncer des choses plus précises dans les prochains jours, mais c'est à travers vous qu'on a appris que le gouvernement ciblait des fonctions où on voulait attirer des gens. Vous avez nommé 6. Et comme économiste, on ne peut pas s'empêcher de dire que le gouvernement crée de la distorsion sur un marché. Un marché qui, normalement, devrait s'éclairer lui-même. Les gens ont des priorités, il y a les entreprises qui ont des besoins, et tout ça devrait, sur le long terme, s'en aller dans la bonne direction. Et là, vous arrivez puis vous créez une distorsion. Moi, j'ai des gens du milieu des affaires qui m'ont dit, Michel, moi, dans mon secteur, là, c'est pas ce monde-là dont j'ai besoin, pourtant je fais face à une pénurie, ça va accentuer mon problème. Comment vous réagissez par rapport à cette critique sur la distorsion du marché de l'emploi? Oui, je pense que lorsqu'on fait des choix, on s'expose toujours à se faire dire qu'on n'a pas fait les bons choix. Au niveau des services essentiels, les secteurs qui ont été identifiés, santé, éducation, services de garde, je vous dirais que notre degré de conviction est très élevé. Génie, TI, construction aussi. Alors, peut-être que je pense pas qu'on questionne les secteurs qu'on a identifiés. Peut-être que d'autres secteurs auraient voulu être identifiés. Et ça coûte quand même 2,9 milliards. Là. Alors, on va s'assurer que toutes ces bourses puis tous ces programmes-là sont efficaces avant d'en faire plus. Très bien. Parlons de l'inflation. L'économiste, le comptable, le spécialiste. Là. L'économiste. L'économiste. Insultez-moi pas. Je t'insulterai. Non, mais je suis d'accord. Alors, entre économistes, ça repart mon affaire. Entre économistes. J'ai déjà voulu être actuaire aussi, sans succès. Entre économistes, est-ce que l'inflation plus élevée est là pour durer? Bon, l'inflation, c'est intéressant là, parce qu'il y a toutes sortes d'explications qui circulent. Bon, les goulots d'étranglement, les salaires, on n'a pas assez investi en énergie, mais moi, comme macroéconomiste, je ne peux pas m'empêcher de vous dire que la principale raison qu'on a de l'inflation, c'est qu'on a une croissance mondiale forte et synchronisée. C'est que tout le monde croît vite en même temps et que l'offre ne s'ajuste pas, puis ça crée de la pression sur les prix. Alors, on n'aura pas au Québec 6,5 de croissance l'an prochain. On n'aura pas 6 aux États-Unis. Et donc, la croissance mondiale synchronisée très forte, ce ne sera pas comme ça en 2022. Bon, puis là, j'ai un autre argument qui est vraiment pas excitant, mais c'est que l'inflation, si on compare un niveau des prix au niveau des prix l'année d'avant. Or, en 2020, les prix se sont écroulés, donc la comparaison en 2021 est défavorable. Ça fait une hausse des prix. Et puis là, en 2022, on va comparer à un haut niveau de prix. Alors, mathématiquement, l'inflation va être plus basse. Très bien, très bien. L'effet niveau, c'est non, mais l'effet niveau est important, mais moi ce que je retiens, c'est parce que, évidemment, si on est dans le milieu des affaires présentement, il y a beaucoup de choix qui se font. Et l'inflation, c'est quelque chose que beaucoup de jeunes n'ont pas connu. Là. Les jeunes entreprises n'ont pas connu un univers inflationniste. Et là, donc, si je m'engage à long terme, puis que les prix évoluent, mes prix des matières premières, mes prix des intrants, alors c'est très important et j'ai l'impression que au Canada, on a tenu le discours que ça n'allait pas être si grave, ça n'allait pas être si grave. Là, c'est devenu, c'est temporaire, c'est temporaire, c'est temporaire. Moi, j'entends beaucoup de gens qui me disent, Michel, on a besoin d'avoir une lecture plus fine, plus juste.
de cet enjeu qu'est l'inflation. C'est peut-être rassurant de dire effectivement c'est exceptionnel, puis il y a un effet de niveau par rapport à l'année dernière. Basculons dans cette transition verte. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a des outils que vous pouvez utiliser au niveau de la fiscalité, de l'éco-fiscalité, qui sont à l'étude, mais je veux savoir qu'est-ce qui s'en vient en éco-fiscalité? Bien, d'abord, c'est connu que lorsqu'on influence les prix relatifs, on change les comportements. Okay? Alors, c'est sûr que, par exemple, si on augmentait la taxation des VUS ou que si on augmente le prix des cigarettes, les gens vont moins fumer. Okay? Mais il faut savoir d'où on part. On est déjà la société la plus taxée en Amérique du Nord. Alors, oui, il y aura de l'éco-fiscalité, mais au net, ce gouvernement est engagé à réduire le fardeau fiscal des contribuables. Ce qui veut donc dire que si on basculait, par exemple, en taxe kilométrique, on aurait une baisse de taxe sur le carburant? Là, moi, je ne révèle pas de promesses électorales ou de programmes. J'y vais un cadre financier à la fois. Je n'ai rien à annoncer là-dessus, mais... D'accord. Non, mais c'est plausible. Mais je pense que c'est une déclaration... J'adore ça. S'il y a des journalistes, vous l'avez entendu ici. Mais c'est important parce que ce que vous avez dit, moi, je tiens à le souligner, c'est que si on ajoute de l'éco-fiscalité, c'est qu'on n'alourdira pas le fardeau fiscal. Puis c'est quelque chose qui est important. Bien, on a fait des efforts pour le réduire. On a baissé les taxes scolaires, on a augmenté les allocations famille. La mesure qu'on me parle le plus, là, la fin de semaine, je suis au marché Jean Talon, là, les gens me parlent des stations. On a réduit les frais de stationnement des hôpitaux. Les gens l'apprécient. Avant, il n'y a personne qui stationnait à Sainte-Justine. Tout le monde tournait autour parce que c'était trop cher. Et ça, alors, on a fait des gestes. On va en faire d'autres. Très bien, très bien. Commerce. Le commerce international reprend avec des chaînes d'approvisionnement qui souffrent un peu. Beaucoup de gens me disent qu'on accorde trop peu d'importance au commerce intérieur canadien, qu'on est encore dans des dynamiques où au Canada, à l'intérieur, on est protectionniste, là où on veut un gouvernement fédéral et on veut, à l'international, être libre-échangiste. D'un point de vue du ministère des Finances, est-ce qu'il y a un signal qu'on peut se lancer sur le commerce intérieur canadien? Est-ce qu'il y a un PIB qui ne se réalise pas parce qu'on ne profite pas du marché canadien au Québec? Ah bien, vous avez raison. Il faut faire plus. Le problème avec le commerce interprovincial, c'est qu'on commence tout le temps par l'alcool. Or, on commence par le commerce de l'alcool, puis on s'en va nulle part. Okay? Fait que là, il faut commencer par les autres secteurs de l'économie. La construction, le transport. Et oui, il y a énormément de gains à faire au niveau du commerce interprovincial. Très bien. Donc, commencerons pas par l'alcool. On y arrivera à un moment donné. Ça serait bon que nos producteurs du Québec puissent vendre dans le reste du Canada. Je suis certain que même ici, du point de vue de notre alcool qui se développe, ce serait intéressant. Mais l'alcool, tout le monde veut protéger son monopole, ce qui fait que les discussions n'avancent pas. Puis on a tellement d'autres sujets où on pourrait s'entendre que je suggère qu'on mette ça en bas de la liste, et puis on va y arriver. Très bien. Toujours dans le domaine canadien, les transferts fédéraux. Revenons un peu sur les fameux transferts en santé. On a eu une élection au gouvernement fédéral. Vous avez-vous, dans vos hypothèses à long terme, des hypothèses sur les transferts canadiens? Sur la santé et sur les autres transferts, est-ce que vous avez l'impression que vous êtes à risque ou est-ce que ça va se concrétiser? Juste pour clarifier, là, aucune des demandes historiques du Québec ne sont dans le cadre financier. Tout ce qui est dans le cadre financier doit avoir été voté par le gouvernement fédéral. Okay? Alors, on demande une hausse du 30. Bon, c'est à mon tour à perdre ce micro. Je vais essayer de faire ça doucement. Ça fonctionne. Ça fonctionne, OK. Je le dépose doucement. Okay. On manque de pratique. On demande une hausse de transfert canadien en santé, mais on n'a pas intégré aucun dollar de cette hausse dans le cadre financier. Okay? Par contre, il faut être honnête entre nous autres, on reçoit 13 milliards de péréquations par année.
du gouvernement fédéral. On est une des 5 provinces qui en reçoit. On est la province qui en reçoit le moins par habitant, mais on est la plus grosse province. Alors, en dollars absolus, on est celle qui en reçoit le plus. Et puis ça, si on réussit ce qu'on a dit, de fermer l'écart de richesse en 15 ans, bien dans 15 ans, on ne recevra plus de péréquation, puis on pourra tous être fiers de ça. Donc, parce que ma question suivante, c'était par rapport à ce fameux référendum en Alberta sur la formule de péréquation. Dans votre esprit à vous, on n'est pas à risque sur la formule, mais ce qui peut se produire par ailleurs, c'est qu'on s'enrichisse suffisamment pour arrêter d'en profiter? Il y a une expression en politique pour qualifier des choses qui sont moins rationnelles et documentées. Alors, je dirais que le référendum en Alberta, c'est politique. C'était l'expression. C'est une réponse à bien. J'ai 2 petites questions, mais qui sont assez larges. La première question, c'est sur le décaissement. Vous êtes ministre des Finances. Vous annoncez à chaque année, lors de votre budget et à l'énoncé budgétaire ou en mini-budget, des engagements additionnels. En fin d'année, on s'aperçoit, puis ce n'est pas propre à votre gouvernement, tous les gouvernements historiquement font face à ça, il y a des sommes non décaissées qui théoriquement retournent dans le fonds consolidé. Êtes-vous satisfait des rythmes de décaissement de votre gouvernement? Bien, vous savez, faire des annonces, c'est facile. Alors, on met des drapeaux, on prend un politicien, un autre, on fait une annonce. Livrer les services, c'est extrêmement difficile. Et plus il y a de parties prenantes impliquées, plus c'est difficile. Lorsque le fédéral, le provincial, le municipal, les organismes syndicaux. Alors, à chaque année, les dépenses réalisées, j'adore les comptables, les dépenses réalisées sont inférieures aux dépenses projetées. C'était comme ça dans le gouvernement précédent, c'était comme ça depuis qu'on est au pouvoir, c'était comme ça durant la pandémie, ce sera sûrement comme ça cette année. Alors, ça veut dire qu'on doit faire mieux au niveau de la livraison. On doit... il y a toute une science là, de la livraison, deliverology, la science de la livraison, et on doit faire mieux. C'est dans tous les domaines. Okay. Peut-être en lien avec ça, à travers le temps, il y a un concept qui a été souvent utilisé, qui est de dire que l'État doit prendre des décisions qui sont stratégiques, faire, et il doit souvent regarder des partenaires pour le faire faire. C'est-à-dire que les partenaires terrain, qui sont non gouvernementaux, sont parfois plus agiles, des fois moins coûteux parce que les salaires payés sont moins élevés. Donc, des gens regardent présentement le gouvernement, des gens du milieu des affaires, en disant « Oh, c'est un gouvernement qui prend de la place, qui agit sur le terrain lui-même. » Est-ce que vous avez un point d'équilibre entre le faire et le faire faire quand on est un gouvernement caquiste? Bien, il y a toujours des bonnes questions au Conseil des ministres. Je vous ai dit que notre meilleure mesure, c'était la prévention. Puis ça va être les organismes communautaires qui vont faire ça. Ce n'est pas le gouvernement. On a des organismes sur le terrain. On reconnaît leur expertise. Alors, je pense qu'il y a un équilibre. Des fois, on veut aller plus vite. On pousse le privé. Vous l'avez dit, c'est un équilibre. Je ne sens pas qu'on est... si on prend l'aide aux entreprises, là, on fait du fiscal, on fait de l'aide directe, des prêts, de l'équité, on fait du conseil, c'est-à-dire qu'on a nos spécialistes chez Investissement Québec qui font de l'aide. Fait qu'on agit sur tous les niveaux. C'est sûr qu'il y en a qui viennent nous dire, qui disent « tassez-vous de là, puis baissez les impôts ». Fait qu'on en fait du fiscal. On a l'amortissement accéléré, on a le crédit d'impôt pour investissement. On essaie de garder les taxes à masse salariale plus basses. Mais on a aussi un rôle, et puis Investissement Québec, la Caisse a toujours été présente. La Caisse a bien fait sa transition vers le support des entreprises en croissance au Québec. Et puis Investissement Québec, et il y a eu une transformation du ministère de l'Économie et d'Investissement Québec pour que Investissement Québec soit plus présent, mais pas juste plus présent avec l'argent, mais aussi avec le rôle conseil. Puis ça, c'est extrêmement important. Peut-être une dernière question plus large, puis ce n'est pas nécessairement pour la prochaine année. Si on a cet enrichissement collectif, ce rattrapage vers l'Ontario,
Et donc, chaque travailleur au Québec génère plus de richesses, plus de fiscalité aussi, de revenus. Est-ce qu'on peut penser que quelque part en avant de nous, on a des vraies baisses d'impôts, qu'on a une vraie baisse du fardeau fiscal? Puis je ne vous dis pas pour votre prochaine année, quoi qu'elle est électorale, des fois ça arrive, mais plutôt à long terme, est-ce qu'on peut aller dans cette direction-là au Québec? Alors, vous prendrez note qu'on a tenté de me faire dire qu'il viendra des baisses d'impôts que je n'ai pas répondu. Mais au-delà de la je lâcherai pas là si facilement. Au-delà de la prochaine année. Alors, le gouvernement considère que le fardeau fiscal des Québécois est extrêmement élevé et c'est certain que c'est dans nos objectifs de réduire ce fardeau fiscal. Bon, alors bon. Merci beaucoup, M. le ministre. Merci beaucoup. Merci énormément pour votre présence. Mon masque. Merci beaucoup, M. Girard. Au nom de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, je vous remercie d'avoir accepté notre invitation ce matin. Merci également à vous tous d'avoir été présents avec nous aujourd'hui. Je vous demanderai, pour assurer la fluidité des déplacements, de bien vouloir porter votre masque et de quitter la scène, quitter la salle en utilisant les sorties prévues à cet effet. N'oubliez pas que nous avons notre prochaine causerie le 1er décembre prochain, lors de laquelle nous recevrons M. Chérif Habib, qui est cofondateur et président-directeur général de Dialogue. Bonne journée à tous.